Des profondeurs des océans au fin fond de l'univers, les nouvelles technologies font progresser les connaissances. Dans ce futuriste spécial, rencontre avec des explorateurs des temps modernes, en mer, sur Terre et dans l'espace. Après un long voyage dans l'océan Atlantique, ce navire de recherche accoste à Malaga. Son équipage international vient de passer un mois à étudier les fragiles écosystèmes marins. L'océan change à bien des égards. Il devient plus acide au fil du temps, il se réchauffe comme le fait la planète. Il y a aussi les courants dans l'océan qui se modifient. Il faut que l'on comprenne mieux ces phénomènes. D'après les scientifiques, jamais dans l'histoire de la Terre, le rythme de ces changements n'a été aussi élevé. Dans le cadre d'un projet de recherche européen baptisé Atlas, 25 expéditions d'études ont été lancées dans l'océan Atlantique et dans ses eaux voisines. C'était la première fois qu'on allait à une telle profondeur et ce robot téléguidé nous permet de prendre des images inédites. On peut se rendre sur des lieux que jamais aucun homme n'a pu voir et ainsi on peut étudier la répartition des organismes et la composition des communautés. Ce qui nous renseigne encore plus sur le fonctionnement de cet écosystème. Les ROV, les robots pilotés à distance, peuvent supporter d'énormes niveaux de pression. Ici, l'engin a été envoyé à 2 km de profondeur pour analyser un mont sous-marin près de l'archipel des Açores. On ne peut pas comprendre les grands fonds marins sans se rendre sur place. Les ROV sont les mains et les yeux des chercheurs au fond de la mer. On peut étudier de larges zones en haute définition et on peut prélever, en prenant beaucoup de précautions, des échantillons d'animaux qui y vivent. L'objectif avec ces échantillons collectés dans des zones clés en termes de biodiversité, c'est d'analyser les ressemblances génétiques entre les organismes marins de la Méditerranée et ceux de l'Atlantique. Il y a des sites où il est tout à fait essentiel de comprendre ce qui se passe et qu'il faut protéger. Cette information sur les liens entre les populations est absolument nécessaire pour avoir une meilleure gestion des ressources génétiques sous-marines au niveau européen. Les scientifiques espèrent mieux comprendre comment les mers réagissent au changement climatique et aux premières exploitations industrielles des ressources des grands fonds océaniques. Les nouvelles technologies peuvent nous donner un nouveau regard sur l'agriculture pour la rendre plus performante et plus écologique. En Ukraine, découvrons un autre projet de recherche européen. Ce drone, contrôlé par ordinateur, vole de manière autonome. Il est équipé d'une caméra spéciale qui peut prendre des images en haute résolution des terres agricoles. Des vues beaucoup plus détaillées que celles fournies par les satellites. On analyse ces images prises par le drone. Elles sont très détaillées, elles montrent clairement ce qui est cultivé sur chaque parcelle. On peut établir une carte de classification des sols en entrant ces données de validation dans notre modèle. Ces chercheurs qui participent au projet européen Sigma utilisent aussi une application mobile spécifique et des appareils photo grand angle pour établir des données statistiques sur les parcelles. On veut connaître l'état des cultures, comment elles poussent, comment elles se développent, ce qui se passe pendant la période de culture pour produire les meilleures récoltes possibles. Cette équipe de l'Institut ukrainien de recherche spatiale a ainsi étudié plus de 5000 champs dans toute l'Ukraine. Les images collectées ont été intégrées à un logiciel où des algorithmes d'intelligence artificielle traitent l'ensemble des données pour élaborer une carte des terres agricoles. Comme nous avons un volume important de données d'imagerie, nous avons besoin de les traiter de manière automatique. C'est pour cela que nous développons des modèles intellectuels qui simulent les capacités du cerveau humain à reconnaître les données. Ce système informatique reconnaît automatiquement les types de sols et les principales cultures qui poussent sur les parcelles et les classifie. Ce système, testé dans différents pays sur plusieurs continents, peut fournir des données précieuses sur la production agricole à travers le monde. Il s'agit à terme de mieux prévoir les récoltes et de limiter la fluctuation des prix des denrées agricoles au niveau mondial.
On teste les différentes méthodes, la cartographie des cultures, les statistiques agricoles, le suivi de la production et la mesure de l'impact environnemental de nouvelles pratiques agricoles à l'échelle de certaines régions. Grâce aux résultats qu'on obtient, on aboutit à des méthodes plus fiables que l'on peut mettre en place au plan mondial. Les radiotélescopes nous permettent de voir de plus en plus loin dans l'univers et plus le télescope est grand, plus il est sensible. Ici à Cambridge, les scientifiques sont en train de concevoir un observatoire déployé sur plusieurs continents. Voici le prototype de ce qui sera à terme le plus grand radiotélescope au monde, avec des implantations en Australie et en Afrique du Sud. Le SKA, c'est son nom, fonctionnera grâce à des champs d'antennes statiques comme celui-ci, très éloignés les uns des autres. Ces bras métalliques qui ressemblent à un sapin de Noël collectent des photons en provenance du ciel et les transforment en courant électrique qui remonte jusqu'en haut de l'antenne où se trouve la partie électronique. Ici, dans cette boîte blanche, il y a les éléments électroniques qui recueillent ce courant électrique venant de l'antenne et l'amplifient pour qu'il puisse être étudié par nos supercalculateurs. En regroupant des antennes de petite taille, on évite de construire un seul immense télescope très coûteux, tout en ayant un résultat similaire. Le SKA représente vraiment la prochaine étape de la radioastronomie. On prévoit de construire 2 télescopes, l'un à basse fréquence avec des antennes dipôles semblables à celles que vous voyez ici, mais il y en aura 130 000. L'autre avec des antennes paraboliques moyennes et haute fréquence, il y en aura environ 200 en Afrique du Sud. Le SKA, dont la mise en service est annoncée pour le début des années 2020, devrait offrir une multitude de nouvelles données sur ce qui compose notre univers, mais aussi sur ses origines. Imaginez, on sera capable de créer un film en 3D montrant l'évolution des gaz et de la structure de l'univers depuis cette période très précoce d'1 milliard d'années après le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, avec les galaxies telles qu'on les connaît comme notre Voie lactée. Construire le plus grand télescope au monde, c'est évidemment un défi multiple, notamment logistique. Les 130 000 antennes destinées à la partie australienne du SKA ont été pensées pour être peu coûteuses, faciles à assembler et extrêmement durables. Toute l'électronique qui se trouve dans l'antenne doit être protégée du sable qui peut rentrer dans l'antenne. Et les éléments mécaniques de l'antenne sont assez robustes pour résister à des vents de plus de 160 km/h et à d'autres conditions météo difficiles dans le désert. Les télescopes implantés en Australie et en Afrique du Sud formeront un seul et unique observatoire transcontinental. Le traitement des signaux de chacune des antennes qui les composent nécessitera une puissance de calcul sans précédent. Il y aura 2 supercalculateurs géants sur chaque site du SKA. Ils seront aussi puissants que le plus puissant des supercalculateurs actuels au monde. Ils le seront même plus. Le flux de données qui arrivera au niveau du processeur de données scientifiques sera plus important que la totalité du trafic Internet actuel dans le monde. Donc c'est un système immense. Cet instrument scientifique, déployé en partie aux Pays-Bas, donne un aperçu du futur fonctionnement du SKA. Doté de 40 000 antennes, ce radiotélescope géant à basse fréquence, baptisé LOFAR, est aujourd'hui l'un des plus grands réseaux mondiaux en radioastronomie. Dans la région centrale de LOFAR, nous avons 25 stations. Il y en a d'autres à proximité des Pays-Bas et nous avons aussi des stations internationales en Allemagne, en Pologne, en Suède, en France, au Royaume-Uni et bientôt on en aura une en Irlande également. Ce sont des câbles à fibre optique qui relient le cœur de LOFAR et ses stations éloignées au centre néerlandais de traitement de données. Tous les signaux y sont réunis pour établir des cartes du ciel.
L'éloignement des antennes sur le globe nous apporte la netteté, la capacité d'avoir de la finesse dans les détails du ciel. Ce qu'on n'arrive pas à voir quand toutes les stations sont collées les unes aux autres. Les chercheurs ont conçu des outils informatiques qui tiennent compte des distances entre chaque antenne pour que les signaux captés correspondent à la même observation. Tous les signaux provenant d'une zone donnée dans le ciel sont ajoutés de manière cohérente. Donc ils sont dans la même phase, ils s'ajustent parfaitement et les signaux des zones alentours disparaissent. Cette masse de données sera transmise par des liaisons par fibre optique élaborées par les scientifiques. Leur modèle coûte moins cher que celle que l'on trouve à environ 1 000 € l'unité dans le commerce et se branche sur port USB. On a fait baisser le prix aux environs de 25 € l'unité, ce qui est une réduction substantielle. Et c'est ce genre de technologie qu'on obtient. Un petit module enfichable qui exécute la tâche demandée. Dans quelques années, le plus grand télescope du monde devrait ainsi s'étendre sur plusieurs milliers de kilomètres. Cet instrument de précision et de performance inégalée permettra aux astronomes de remonter encore plus loin dans l'histoire de l'univers.